Je vais vous parler du combat entre la tradition orale et l'automatisation. Déjà, en deux mots, qu'est-ce que la tradition orale? En fait, c'est tout ce qui est connaissance dans une société qui n'est pas écrit. Il y a des règles qui sont transmises oralement, jamais écrites ni dans un wiki ni ailleurs. Ça, tu fais comme ça. Ça prenait sur le tas avec les collègues, voilà. C'est très cool si on est dans une petite équipe qui n'a jamais à collaborer avec d'autres équipes, etc. quoi. Pourquoi? Parce que ça va vite, c'est convivial. Les inconvénients, c'est qu'il faut la passer activement à toute personne qui joue à la boîte, ou dès qu'on découvre quelque chose et qu'on prend une décision d'architecture ou de manière d'écrire le code, eh bien, il faut la communiquer activement. Et le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile de communiquer activement avec une équipe qui grossit. Du coup, ça ne scale pas, quoi. Ça ne suit pas la croissance de la boîte. Arrivé à une certaine échelle, il faut envisager d'autres choses. Chez Docto, on a un truc qui s'appelle le Tech Time. Le Tech Time, c'est une espèce de meet-up qu'on fait toutes les 2 semaines, mais en interne, avec que les devs de Doctolib. Et dans ce Tech Time, on va partager toutes nos dernières découvertes. Nouvelles manières de faire les choses, nouvelles décisions d'architecture, nouveaux projets structurants qui est lancé. Par exemple, on a lancé un design system pour être capable d'avoir une interface un peu unifiée. Et toutes les communications autour du design system ont été faites en Tech Time. Et après le Tech Time, c'est Beer Time. Alors, Meilleur moment. oui, c'est le meilleur moment. J'ai jamais raté un Beer Time. Par contre, J'ai raté des tech time. il m'est arrivé de rater des Tech Time. Ouais, mais après, c'est pas grave, parce que du coup, tu rattrapes ton retard dans la beer time. Partiellement. Ah, C'est forcément. pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Et puis, les bières aidant, au bout d'un moment, l'information se déforme. Et voilà. C'est un peu le téléphone arabe, en fait. C'est voilà, un peu plus compliqué. Je vais vous parler de la racine du mal. C'est moi. J'ai raté un Tech Time. Et j'ai écrit un bout de code, qui est celui-là, là, qui disait Default Scope, not trashed. Pour les gens qui font du Ruby et du Ruby on Rails, ça peut vous parler. Pour les autres, c'est plus critique. Je vais vous expliquer ce qu'elle fait. En gros, ça, c'est une ligne qu'on va mettre dans un modèle de l'ORM et qui dit ce modèle, par exemple, l'utilisateur ou la consultation. Et bien, par défaut, quand je vais exploiter des requêtes sur ce modèle, je vais retirer tous les modèles qui ont été soft delete dedans, c'est-à-dire tous les modèles qu'on a décidé qui étaient supprimés, mais on décide de ne pas supprimer pour la traçabilité, mais on va juste les flaguer comme supprimés. Et du coup, j'avais un modèle et j'ai voulu rajouter ce scope pour m'assurer qu'on n'affiche jamais de choses supprimées. Inconvénient, ce pragma code, il a été déclaré vilain, par tradition orale durant le Tech Time que j'ai raté. Donc je vais rajouter ce truc. Et pourquoi il est vilain? Il est vilain parce qu'en fait, il fait des choses implicites. Il rajoute des choses implicitement dans les requêtes, etc. Et des fois, il disparaît aussi implicitement. Il y a des règles à connaître avec l'ORM de Ruby on Rails. Et dans certains cas, c'est un anti-pattern d'utiliser ce default scope, surtout sur du not trashed. Bien sûr, le petit projet. Et du coup, je l'ai ajouté. J'ai fait ma PR, elle a été revue par 2 ou 3 personnes, tout le monde était content, on pouvait supprimer des modèles sans qu'ils disparaissent de la base, donc on avait une traçabilité. C'était chouette, le product manager était content, on a mergé le truc, c'est parti en prod, et la vie de tout le monde a continué tranquillement. Jusqu'à ce qu'une autre personne, Victor, décide de retirer un default scope dans un autre modèle, l'envoie en production, et là, boum. Quand il a retiré ce default scope, parce qu'on l'avait déclaré pas terrible d'utiliser des default scopes sur notre code, et ben il a fait péter un truc en prod. Donc très vite on a rollbacké, et après il s'est dit ok, il va falloir que je trouve tous les default scopes pour qu'on clean complètement la code base, qu'on arrête d'assumer qu'il y ait des scopes par défaut qui cachent des trucs supprimés, et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Victor, après ce boom en prod, a causé avec Paul Etienne. Paul Etienne a cherché dans la base de code, et puis il a trouvé mon default scope. Ensuite, il a ajouté un commentaire sur ma pull request qui était déjà mergé depuis 2-3 semaines. Michel qui était à côté, c'est des vrais prénoms de Doctolib, hein, que je vous mentionne. Michel qui était à côté les a entendus parler de ça, et puis il est passé voir mon équipe de 4 développeurs à ce moment-là, pour leur dire hey, vous avez ajouté un default scope, il faudrait peut-être le nettoyer. Donc Victor a ajouté un autre commentaire sur la PR, qui a été lu par l'équipe, etc. J'ai ajouté un autre commentaire. Henri est arrivé et a ajouté encore un autre commentaire. Henri a créé une PR qui retirait le default scope. Victor, Thibaut, Eric ont vu la PR. Elle a été mergée. Au final, 7 personnes ont mis les doigts dans cette PR, sont sortis de leur route pour jeter un œil à ce que j'avais fait et pour gérer le truc. 12 interruptions. Ça fait beaucoup. Surtout quand on prend en compte que le coût moyen d'une interruption, en temps de concentration, ça prend entre 5 et 30 minutes. Si je concentrais sur un bout de code, qu'un collègue arrive, me tape sur l'épaule et me fait « ça va ?», il m'a niqué 15 minutes. Et du coup, je vous ai mis des ressources pour ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est à part certains génies CEO qui arrivent à faire 36 000 trucs en même temps, on a mesuré aussi que les gens qui multitaskaient beaucoup perdaient 40% de productivité sur leur boulot. Donc les interruptions et les changements de sujet, c'est pas un truc cool. Si vous êtes sur 2 sujets à la fois, vous faites une demi-journée l'un, une demi-journée l'autre, vous n'êtes pas à 50 et 50%, vous êtes à 40% et 40%. Il y a 20% de votre temps qui s'est envolé dans la nature. Du coup, les interruptions, c'est pas bien. C'est encore plus pas bien que les default scopes. Du coup, mon default scope, au final, il a coté 12 interruptions, fois grosso modo 15 minutes, ce qui représente 3 heures de temps ingénieur. Dans une boîte, le temps ingénieur, c'est très certainement ce qui coûte le plus cher, parce que les développeurs sont bien payés, et du coup, c'est une très belle perte, quoi. Juste pour un oubli, c'est énorme. Et là, on parle que du temps de context switch, parce que le mec qui a rajouté la PR, corrigé le code, etc., je ne l'ai même pas compté là-dedans. 3 heures, parce que je n'ai pas assisté à une réunion informelle qui présentait une décision d'architecture. Si seulement il y avait une classe d'outils qui scannait le code et qui pouvait faire respecter des règles qu'on décide ensemble. Bonne nouvelle. C'est une sorte de mullet. Il y a des codes. Ouais, c'est des linters en fait. C'est ESLint, c'est Rubocop. Voilà, vous en avez plein. Et en fait, ce qui est génial, c'est que pour la plupart de ces trucs, vous pouvez les étendre. Et en fait, quand j'ai vu cette histoire, que j'ai fait le compte de toutes les interruptions, j'ai vu que j'avais cramé une demi-journée du temps d'une personne. J'ai pris une demi-heure de mon temps, 1 heure max, pour écrire un code Rubocop. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il voit un default scope, il dit juste non, il fait péter un test et il dit bah tu peux pas merger ça parce que default scope ça fait des trucs implicites, donc on décourage son usage. L'avantage, c'est que maintenant la règle elle est partagée par tout le monde dans la boîte, les 100 développeurs, il n'y en a plus jamais un qui introduira un default scope. Si jamais on doit vraiment ajouter un default scope, il y a des pragmas qui permettent de désactiver la règle sur certaines lignes. C'est facile à ajouter, ça m'a pris moins d'1 heure à coder. Et surtout, c'est hyper flexible parce qu'on peut créer des codes pour son dos. Et j'imagine que c'est pareil avec ESLint. Du coup, conclusion, vous avez plein de classes d'outils qui peuvent vous aider pour ça. Les linters, les outils d'analyse de code statique comme Excellent, enfin il y en a une classe, il y en a un paquet en Ruby, mais vous pouvez en trouver plein d'autres dans plein d'autres langages. Il suffit de chercher ABC Score, Flock Score, toutes ces notions-là, vous allez les trouver. Vous pouvez aussi vérifier la sécu avec des outils comme Brakeman, etc. Le code churn, le legacy management, tout ça. Et en fait, toutes ces classes d'outils, vous pouvez les tordre à vos besoins, rajouter des règles custom, etc. Il faut faire hyper attention aux impacts non évidents et non mesurables de cette communication orale. Tout ce qui est interruption, ramp-up, code churn, où les gens font et défont des choses, etc. Tout ça, c'est des signaux faibles qui vous disent que commencez à avoir des fails de tradition orale.
il faut commencer à automatiser des choses. Il faut connaître ses faiblesses. On savait que le tech time avait ses limites, et du coup, il faut analyser ses process, ses manières de faire, de communiquer, et mettre le doigt sur ses faiblesses. Et ultimement, en fait, il faut aussi être pertinent et pragmatique. Prendre 1 heure pour implémenter une règle de linter, pour fixer un problème qui évitera à tout jamais de perdre une demi-journée de temps sur un default scope ajouté par erreur, c'est OK. Prendre 1 mois pour implémenter un système complet pour éviter une erreur qui arrive une fois tous les 6 mois, c'est pas OK. Donc après, c'est juste de faire jouer son bon sens. Et dernière conclusion, pourquoi pas de conclusion après tout, l'impact de l'automatisation, il est proportionnel à la taille de votre équipe. Dans vos équipes, vous avez des équipes plutôt petites. Et c'est OK de ne pas nécessairement automatiser des choses. Mais par contre, si vos équipes elles commencent à grandir à 10, plus de 10, que vous avez beaucoup d'équipes qui communiquent ensemble, partagent les mêmes outils, là, ouais, il faut carrément investir dessus. Et on a fini.